Bon, parfait. On a accroché un petit peu sur la pause, mais on est tenu par le temps, donc on va essayer de le respecter. Je vous remercie. Mon nom est Chloé Dufort. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis doctorante en droit des conflits armés en co-tutelle avec l'Université Laval et l'Université de droit de Bordeaux. Je représente aujourd'hui la chaire défense aérospatiale qui est dirigée par le général Jean-Marc Laurent de l'aviation française, qui dirige sa chaire de recherche à Sciences Po Bordeaux en France. Et ma thèse porte sur l'encadrement juridique des opérations spatiales militaires dans l'espace extra-atmosphérique, un sujet qui se situe donc au carrefour entre le monde universitaire et celui de la défense. Comme c'est le thème aujourd'hui, ça tombe bien. D'ailleurs, en tant qu'ancienne étudiante ici à l'Université Laval et en tant qu'ancienne élève du général Giguère, dans son cours qui portait à l'époque sur l'étude des guerres du futur, je suis ravie d'avoir été invitée à vous rejoindre et je suis vraiment ravie pour cette offre. Merci, mon général. Cette quatrième tribune porte sur le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD, et sur les perspectives continentales. C'est une discussion qui sera très opérationnelle et réaliste, et au cours de laquelle des éléments d'actualité viendront mettre en lumière l'importance de ce commandement partagé entre les États-Unis et le Canada pour la protection générale du continent nord-américain contre de nouvelles menaces aérospatiales qui n'existaient pas à l'époque de la création du NORAD. Donc le président Biden est d'ailleurs aujourd'hui même présent sur le territoire canadien, pas ici à l'Université Laval, là, mais bientôt. Là, aujourd'hui, il est à Ottawa et son agenda prévoit une rencontre avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau pour discuter notamment de coopération en matière de défense et de modernisation du NORAD. Le gouverneur général, ce matin, a indiqué que les journées UNIDEF étaient d'excellentes occasions de discuter et de réfléchir sur les défis sécuritaires actuels et à venir. Et cette coïncidence calendaire entre la 4e journée de l'UNIDEF et cette rencontre officielle entre le président américain et le Premier ministre canadien pour discuter des mêmes sujets que ceux qui seront débattus aujourd'hui et présentés à vous, le confirme clairement. Donc, en attendant de découvrir qui a soufflé l'idée à qui pour la tenue de ces deux événements, je vais céder la parole à d'éminents experts sur le sujet du NORAD et de la région arctique, en commençant par le lieutenant-général Pelletier, qui n'est pas présent ici, mais que vous verrez à l'écran en direct du Colorado. Le général Pelletier, le lieutenant-général, excusez-moi, Pelletier, a rejoint les forces armées canadiennes en 1983 à titre de pilote de chasse, période à partir de laquelle il a cumulé de nombreuses heures de vol opérationnel et d'instruction, notamment dans les Balkans. Sur le plan universitaire, le lieutenant-général détient un baccalauréat en génie mécanique du Collège militaire royal du Canada, une maîtrise en études stratégiques de l'Air War College et est diplômé du cours d'instructeur armement de chasseurs. En plus d'occuper de multiples postes de niveau stratégique, il a commandé le 425e escadron d'appui tactique, la 3e escadre Bagotville et la 1re division aérienne du Canada. Son expérience opérationnelle inclut notamment le commandement de la composante aérienne canadienne en Libye, le commandement en second de la région continentale américaine du NORAD et la direction du centre des opérations aériennes interalliées au sein du commandement central des forces aériennes des États-Unis, responsable des actions en Irak et en Syrie. Enfin, il a été nommé commandant adjoint du NORAD en juillet 2020. Il détient donc les rênes aujourd'hui pour vous parler du NORAD avec sa vision opérationnelle. Il va aborder des thèmes qui portent sur les compétiteurs stratégiques du NORAD, pour ne pas les citer, notamment la Russie et la Chine, dans le contexte géopolitique actuel. Ensuite, il offrira un regard opérationnel sur les missions et responsabilités du NORAD et du US Northcom, en offrant un aperçu des opérations liées aux ballons chinois de surveillance en haute altitude, ce qui est un élément d'actualité fort, et les 3 autres objets abattus en Amérique du Nord en février 2023. Et enfin, il évoquera les besoins opérationnels du NORAD et les efforts de modernisation fournis par ce même NORAD. Mon cher lieutenant général, je vous cède la parole. J'espère qu'on vous entendra bientôt.
Excusez-moi, mais on a un petit problème. C'est toujours comme ça quand on parle de modernisation, c'est excellent. Malheureusement, on ne vous entend pas ici. Voilà. OK. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien, c'est parfait. Très bien, merci. OK, superbe. Alors, merci Chloé pour cette introduction et désolé du contretemps. Très heureux d'être parmi vous et merci encore Richard de l'invitation afin de pouvoir partager quelques perspectives du point de vue du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, mieux connu sous le nom du NORAD et très présent dans les médias de ces temps-ci. Premièrement, si le NORAD, qu'est-ce qu'on parle quand on parle du NORAD? Eh bien, on a les missions d'alerte aérospatiale, la mission de contrôle aérospatial et la mission d'alerte maritime. On travaille en étroite collaboration ici au NORAD avec des partenaires de la défense qui s'étendent au travers du Canada et des États-Unis et aussi à l'extérieur du continent. Nos ressources et notre personnel sont dispersés dans les 3 régions du NORAD, celle qui est en Alaska, celle au Canada, de même que celle dans les États-Unis continentaux. Prochaine planche, s'il vous plaît. Alors, si je peux faire un pivot rapidement vers nos compétiteurs stratégiques. En 65 ans, le général Van Lerk et moi, on dit que dans l'histoire du NORAD, c'est peut-être la période la plus dynamique et la plus difficile sur le plan stratégique. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'on a présentement 2 compétiteurs stratégiques ou 2 adversaires stratégiques dotés de l'arme nucléaire et un 3e acteur, la Corée du Nord, qui continue à essayer d'avancer ses capacités, qui, on le croit, sont ciblées vers l'Amérique du Nord. On subit également des attaques au quotidien, c'est-à-dire dans le domaine cybernétique et dans l'environnement de l'information, qui constitue une menace pour l'infrastructure critique du continent, de même que sur nos systèmes publics. Menace qui est d'aujourd'hui, qui est de 360 degrés, qui ne provient plus seulement que du Nord, qui provient de tous les horizons qui entourent notre continent et de tous les domaines, et ce, à partir d'une myriade de sources, autant symétriques qu'asymétriques. C'est pourquoi le NORAD a dû évoluer et se doit de continuer à évoluer dans le temps futur. Et ça, il ne s'agit pas ici d'un travail qui est isolé. Le NORAD a dû établir des partenariats solides avec le commandement du Nord, appelé US NORDCOM, le commandement des opérations interarmées du Canada, COIC ou CJOC en anglais, le commandement cybernétique américain, le commandement de l'espace américain, et de même qu'un très grand nombre d'organismes et d'agences et de départements au travers des 2 pays. D'ailleurs, ici au QG, on compte plus de 100 officiers de liaison provenant de plus de 25 organisations qui nous permettent d'atteindre le succès de manière régulière au commandement. La défense ne commence pas sur le territoire national, mais à l'étranger, comme le dit notre politique de défense au Canada. Nous ne voulons pas abattre des missiles de croisière au-dessus de Washington ou d'Ottawa, car à ce moment-là, ce serait trop tard. Il faut s'y engager avant le lancement, pas en vol, mais bien avant le lancement des missiles ou des plateformes qui transportent ces missiles-là. Je ne parle pas d'action préemptive, pour utiliser le terme en anglais, mais je parle d'actions qui vont agir afin de permettre à nos adversaires de repenser peut-être leur stratégie et d'annuler peut-être les opérations qu'ils envisagent. Créer des opportunités en amont le plus possible en utilisant tous les leviers d'influence que nos 2 gouvernements ont à leur disposition. On parle d'intégration mondiale pour obtenir des effets intégrés et d'assurer une dissuasion qui est elle aussi intégrée. Puis cette dissuasion-là se fait maintenant en travaillant en partenariat avec le commandement européen et américain, le commandement de l'Indo-Pacifique, la région Indo-Pacifique, et de même que le commandement de l'OTAN aussi, afin d'intégrer nos activités. C'est ce qu'on appelle une défense à plusieurs niveaux. Comme Chloé l'a mentionné, j'aimerais faire un
un rappel des activités de ballons de surveillance et d'autres objets qu'on a détectés au-dessus de l'Amérique du Nord au cours du mois de février 2023, où est-ce que le commandement a détecté, identifié, surveillé et abattu un ballon de surveillance à haute altitude de la République populaire de Chine et 3 autres objets dans l'espace aérien nord-américain. Comme les médias l'ont mentionné, c'était une première pour le commandement et de même que pour le commandement du Nord américain. Puis, ne s'est pas limité au ballon, mais aussi à l'objet détecté en Alaska, un objet détecté et abattu au-dessus du Yukon et un objet qui a été détecté au-dessus du nord du continent américain et qui est abattu le 12 février au-dessus du lac Huron. Ces ballons et objets n'opéraient pas conformément aux exigences aéronautiques standards et ne fournissaient aucune communication avec les autorités responsables de la navigation au sein des deux pays. Donc, conformément aux procédures standards du NORAD, des chasseurs et des avions de ravitaillement ont été mobilisés pour localiser, examiner et identifier ces contacts radars. Par excès de prudence, afin de protéger la population et l'espace aérien, la décision a été prise par les deux gouvernements d'intercepter et d'abattre le ballon et les 3 objets dans les espaces aériens souverains du Canada et des États-Unis et ou dans les eaux territoriales, tout en maximisant la capacité de récupérer les débris et de minimiser l'impact sur non seulement la population, mais sur les infrastructures aussi. Il est important de mentionner que la planification et l'exécution de ces missions-là se sont déroulées de manière standard pour le NORAD, d'une manière qu'on aurait exécutée au cours des 65 dernières années. Ces événements ont évidemment mis en évidence certains des défis et lacunes liés au NORAD. C'est pourquoi nous travaillons chaque jour à l'amélioration de la connaissance des différents domaines en intégrant les données de services de renseignement et des capteurs, puis en examinant les données antérieures afin d'améliorer et de nous aider à voir plus de choses dans l'espace aérien. Prochaine planche, s'il vous plaît. Alors que les États-Unis et le Canada se concentrent sur un large éventail de défis en matière de sécurité nationale, il est également important de rester attentif à d'autres menaces non traditionnelles, comme on le fait d'ailleurs pour le ballon. Si certains contestent l'importance de l'Arctique pour la sécurité nationale des États-Unis et du Canada, la Russie et la République populaire de Chine ont clairement investi à long terme dans la région. C'est pourquoi il est important que l'évolution de l'environnement arctique et l'intensification des activités des compétiteurs stratégiques suscitent un sentiment d'urgence chez chacun d'entre nous, non seulement au sein du NORAD, mais au sein, évidemment, des gouvernements canadiens et américains. Prochaine planche, s'il vous plaît. Il est important d'établir une présence qui est persistante. Je n'ai pas dit permanente, mais bien persistante, qui répond aux besoins émergents. Le commandant ici parle régulièrement d'avoir accès à des forces qui sont entraînées et équipées pour s'adapter à la mission de tous les jours pour lesquelles on peut être appelé à faire face dans l'Arctique. La menace dans la région arctique réduit l'espace décisionnel des dirigeants puis érode les options de dissuasion crédibles. C'est pour ça qu'on continue de travailler le plus possible en amont des activités de nos compétiteurs. Maintenant, prochaine planche, quelques mots rapidement sur la modernisation du NORAD. Comme plusieurs d'entre vous avez suivi, en juin 2022, on a été choyé par la visite du premier ministre du Canada ici au NORAD, qui était pour la première fois, et cela depuis 40 ans, qu'un premier ministre canadien venait nous visiter. Quelques semaines plus tard, évidemment, le gouvernement canadien a annoncé un plan de modernisation du NORAD, un plan solide qui est soutenu par des investissements de plus de 38,6 milliards de dollars échelonnés sur une période de 20 années. Évidemment, plusieurs sont intéressés
à savoir quelle a été la réaction. Je peux vous dire que le NORAD était content de voir cette injection de fonds et de capacités, qui est une série de nouvelles capacités qui permettront au NORAD de détecter, de dissuader et de défendre l'Amérique du Nord contre les menaces à venir. Le général Van Herk, le commandant du NORAD, a également soumis aux deux nations notre liste de priorités, qui est une liste évidemment classifiée, mais qui identifie nos lacunes en matière de capacité et qui est centrée sur les défis liés à l'accès aux données nécessaires afin d'exécuter notre mission. Ça inclut un investissement dans nos infrastructures nordiques pour le Canada et aussi pour les États-Unis. Je voudrais mettre au parfum l'audience qu'au Canada et aux États-Unis, étant donné la grandeur du continent, on a deux défis importants. Évidemment, avec ce vaste territoire qu'on couvre en Amérique du Nord, nous souffrons régulièrement de la tyrannie de la distance. Et de plus, on a le problème régulier qu'on ne peut pas dissuader et vaincre un compétiteur si on ne peut pas le voir. Ça met l'emphase sur, évidemment, la capacité d'atteindre les secteurs du continent, mais aussi la capacité de détecter, et ce, autant dans l'Arctique que sur les approches de l'Atlantique et du Pacifique. C'est pourquoi le Congrès américain a alloué des fonds pour 4 radars trans-horizon, qu'on appelle OTHR, Over the Horizon Radar, dans le budget 2023 américain, et que le ministre de la Défense nationale a annoncé 2 autres radars de même type et un système polaire à venir dans la prochaine décennie. Ces systèmes de radars trans-horizon permettront une meilleure détection des missiles de croisière lancés de manière soit par voie maritime ou par voie aérienne, des petits systèmes sans pilote ou Unmanned Aircraft System ou Airborne System, puis des véhicules hypersoniques depuis le cercle polaire jusqu'aux approches de l'Atlantique et du Pacifique. C'est réellement un système intégré qui va couvrir le 360 degrés, c'est-à-dire toutes les approches du continent. Alors, en conclusion, et afin de rester dans les limites qui nous ont été émises, au cours des 65 dernières années, la force du NORAD a résidé dans sa capacité à évoluer en réponse aux menaces mondiales changeantes. Le Canada et les États-Unis recherchent un ordre mondial qui est pacifique, qui est stable et prospère, où on peut se permettre de résoudre les différends sans recourir à la force ou à la coercion. Cependant, la guerre non provoquée de la Russie contre l'Ukraine démontre que nos compétiteurs stratégiques n'agissent pas toujours de manière responsable. Et c'est pourquoi on ne peut pas se permettre d'accepter le statu quo. Nos compétiteurs stratégiques évoluent rapidement et on se doit de faire de même. Il ne faut rien tenir pour acquis et surtout ne pas résister au changement afin de demeurer relevant en anglais au fil du temps et ce, non seulement pour notre population, notre gouvernement, mais aussi pour pouvoir faire face à nos compétiteurs. Merci. Je vous remercie, lieutenant général. Vous avez parfaitement respecté le timing. Vous faites honneur à votre armée. Maintenant que nous avons eu cette présentation sur les besoins opérationnels du NORAD, qui, nous l'avons compris, implique une certaine latitude en matière de capacité d'anticipation et de dissuasion pour faire face aux menaces de conflits contemporains, nous allons écouter une présentation qui sera offerte par la docteure Charon, qui interviendra sur l'effet des conflits, sur l'effet des tensions et de la technologie sur l'évolution du NORAD. Pour la présenter, la docteure Andrea Charon est directrice du Centre d'études sur la défense et la sécurité et professeure agrégée d'études politiques à l'Université du Manitoba, au Canada. Elle est titulaire d'un doctorat du Collège militaire royal du Canada dans le département des études sur la guerre. Le docteur Charon a travaillé pour divers ministères fédéraux, dont le Bureau du Conseil privé du Canada et au Secrétariat de la sécurité et du renseignement, avant de commencer sa carrière universitaire. Elle a écrit
plusieurs ouvrages sur la sécurité dans l'Arctique, sur l'OTAN et le NORAD, et sur la politique de défense du Canada. Bienvenue, professeur. You have the floor. Merci beaucoup. Je vais parler en anglais pour cet rapport, mais n'hésitez pas à donner des questions en français. What I want to do is review the conflicts, the tensions, and I'm going to add technology as the main reasons and impetus for the incredible evolution of NORAD for these past 65 years. And so I want to begin with some of the foundational conflicts that have really informed not only the way NORAD is organized, its command and control systems, but also its missions and also where it will go in the future. The first conflict of note is, of course, World War II. And the reason is because the US Air Force and the Royal Canadian Air Force discovered how important it was for them to work together, and that perhaps the airspace of North America was in fact indivisible. If adversaries were not going to distinguish between North American targets, why should Canada and the US organize as if it was? And so because of this incredible partnership and experience operating together in World War II, it made it a natural progression to take on air control and air warning of North America shortly after World War II. Beginning in 1957, the NORAD was sort of operational, but the binational agreement wouldn't actually be signed until 1958. By then, we were deep in the Cold War, and the Cold War really informed the major threat that NORAD paid attention to, and that was the Soviet Union and especially their gravity bombs. And so this dictated the sorts of radar systems that NORAD had to have. They were sort of a picket line system, several systems throughout Canada and down the coasts of Alaska, continental US, and of course the eastern coast of Canada. And these served as sort of a tripwire. At the time, it was assumed that this was far enough warning in time and space to be able to scramble interceptors and to be able to deal with the Soviet Union. But of course, deterrence by punishment, or that threat of nuclear weapons, was the ultimate sort of arbiter of any conflict. And so NORAD had to take on also a role to make sure that the strategic nuclear deterrence of the United States was protected. The next conflict of note especially was 9/11. Throughout the Cold War, the attention of NORAD was looking outside of North America for any potential threats. And 9/11, as we know, was an attack on the United States, but from within North America. And in many ways, NORAD failed in its number one duty to ensure that there is not an air attack on North America. But this is a failure spread among many security and intelligence agencies. Everyone had a little piece of the puzzle, but nobody was talking to each other, and there wasn't the sort of integration that we have today. One of the main results of 9/11 was a total rethink about the mission suite for NORAD, what partners should be integrated into NORAD. And so one of the things you saw right away was Federal Aviation Administration officials who would actually sit in the watch floor after 9/11, and you would have direct feeds from the FAA and NAV Canada to get a fuller picture of what was happening. NORAD also established what were called Operation Noble Eagle, or ONE missions, which essentially would survey and defend no-fly zones, especially wherever the Prime Minister or the President flies, or over major events. Think about the Olympics or a G8 meeting, and these continue today.
In 2006, NORAD was signed in perpetuity in recognition that having these discussions about whether or not to renew NORAD was distracting. And at the same time, a maritime warning mission was added. Today, of course, we have Ukraine. I think the biggest effect Ukraine has had on NORAD is probably public's understanding of how vulnerable North America is. And this has allowed for NORAD finally to sort of rise above the political radar. And I think is a big reason why you're hearing so many announcements about NORAD modernization. On the tensions, of course, the Soviet Union and now Russia has been the persistent proximate threat for North America, but we have always other adversaries to be concerned about. Certainly, North Korea began its weapons of mass destruction program, launching a number of missiles starting in 2006, and so NORAD had to make sure that it could also track them. We also saw from the Chinese spy balloon event and then the other air objects that maybe there are other issues of concern that NORAD has to orient towards. Finally, I want to switch to technology because technology really has been a major driver of how NORAD sees its missions and has often dictated the sorts of threats that they have to track. In the beginning, it was, the gravity bombers, the Soviet bombers, which meant that you then set up the Pine Tree lines, the distant early warning lines, and now the North Warning System that assumed that the threat would be coming at a certain speed and altitude. We saw, however, an advancement of weapons. We started to see intercontinental ballistic missiles and even sub-launched missiles. As the general mentioned, we now have the concern of hypersonics, but as the air objects reminded us, we also have these low and slow problems that aren't captured by the North Warning System because of the sort of technology and the thinking behind what threats would face North America. NORAD, however, is starting to integrate artificial intelligence to help analysts see more of what, for example, the North Warning System is seeing. You're going to see more discussions about cloud computing, quantum computing, to be able to take in more information so that we can get all domain awareness. And this is going to require, as per NORAD modernization, not only these new radar systems, but satellite systems, maritime systems, and also new partners and perhaps allies within NORAD. I'm often reminded that Canada and the US cannot operate in the Arctic and cannot resupply the alert station without access to Greenland and the US Air Force Base in Thule. So I think the evolution that NORAD has done as a result of conflicts, tensions, and technology is simply going to continue. But the NORAD of 1958 is certainly not the NORAD of today and won't be the NORAD in another 65 years. Thank you. Thank you, Professor. Après avoir entendu une présentation sur l'évolution des préoccupations du NORAD depuis sa création jusqu'à aujourd'hui et puis les besoins de s'adapter aux nouvelles formes de conflits et aux nouvelles méthodes et moyens de guerre contemporains, Monsieur O'Connor, ici présent, interviendra sur les enjeux politiques liés au NORAD ainsi que sur la relation entre le Premier ministre du Canada et le président américain. Je vais maintenant vous présenter Monsieur Ross O'Connor, qui a travaillé au gouvernement comme conseiller au ministre de la Défense du Canada, comme conseiller principal pour 2 ministres des Affaires étrangères, négociateur canadien pour les traités de coopération nucléaire et conseiller en sécurité nationale et affaires étrangères pour le 22e Premier ministre du Canada. Il poursuit actuellement un doctorat en sciences politiques à l'Université Laval. Monsieur O'Connor, je vous cède la parole. Merci. C'est une formule standard de commencer en remerciant les organisateurs et de dire « je suis honoré d'être ici ». Si vous remarquez la qualité de mes copanélistes, sachez quand je le dis aujourd'hui, je suis très sincère. Alors, ma présentation parlera principalement du NORAD au Canada avec 2 volets.
comment se positionne le public canadien face au NORAD et comment se positionne le gouvernement. Le public. Vous êtes sûrement au courant qu'il y a plusieurs partis politiques, tous les partis politiques au Canada, qui font beaucoup de sondages pour prendre le pouls du public sur plusieurs enjeux. Et c'est toujours une variation sur le même thème. On donne 10 ou 15 enjeux. Il y a l'éducation et la santé, faites la liste. Et il y a toujours la défense. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que invariablement, l'enjeu de la défense finit toujours en dernière position. Toujours. Jusqu'à ce jour. Parlez-en à des sondeurs politiques, ils vous diront la même chose. Et vous vous dites peut-être que même avec le conflit ukrainien, peut-être que ça a monté de quelques coches dernièrement. Non. Non. Ça vaut pour tous les partis. Ils vous disent tout à peu près la même chose. Alors, je vous demande de garder ce détail dans votre esprit tout au long de ma présentation, parce que je vous garantis que c'est quelque chose que le premier ministre garde dans son esprit durant ses priorités budgétaires. Mais, puisque nous sommes ici pour parler du NORAD, j'ai quand même une bonne nouvelle, en tout cas pour notre panel. Selon le public canadien, le NORAD est relativement très bien vu au Canada. Le public canadien est généralement favorable au NORAD, même si la plupart des Canadiens ne savent pas exactement c'est quoi. Mais ils l'aiment. Tous les Canadiens en ont entendu parler. Ils disent, savez-vous c'est quoi le NORAD? Oui, oui, je n'ai entendu parler. Très peu savent c'est quoi à peu près. Mais malgré ça, ça c'est une bonne nouvelle, l'opinion publique, généralement positive. Et d'autre part, il n'y a jamais eu de parti politique qui réclame qu'on s'en retire. Les médias ne sont pas remplis de textes d'opinion qui disent qu'on en finisse. C'est généralement bien vu. Bref, le NORAD, bonne chose dans l'imaginaire des gens. Et si je le compare à son cousin mal-aimé, Missile Defense Shield, bouclier antimissile, le NORAD est très populaire. Alors, vous me demandez comment expliquer cette popularité. Je ne peux que donner mon interprétation. Je me sens quand même confiant dans mon interprétation, mais mon interprétation est que les Canadiens perçoivent le NORAD comme un outil défensif, vraiment dans le sens classique du terme. C'est là pour défendre et c'est comme ça que ça joue dans l'imaginaire des gens. Alors, dans l'esprit du Canadien moyen, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça nous protège, donc good. Et juste pour revenir très, très brièvement sur le bouclier antimissile, le même phénomène explique l'impopularité du bouclier antimissile parce que les Canadiens l'associent à une arme offensive. D'ailleurs, quand les Canadiens pensent au bouclier antimissile, ça ressemble un peu à ça, qui vient dans leur esprit. Alors, juste un dernier point là-dessus. Le bouclier antimissile aurait pu devenir très, très populaire si Donald Trump s'était positionné contre. C'est vrai, parce qu'on le voit dans les sondages, ça aussi, parce qu'on le sait, parce que les sondages, parce que chaque fois à l'époque du président Trump, lorsqu'il était le président, chaque fois qu'il se positionnait et qu'il critiquait quelque chose, il y avait toujours des réactions inverses dans l'opinion publique canadienne. Toujours invariablement. Tous les sondeurs me le disaient. S'il se positionnait contre quelque chose, oups, ça montait dans la popularité chez les Canadiens. Il y avait toujours un effet inverse. Bon. Maintenant que j'ai parlé du public, je vais parler du premier ministre. Quand ça vient au NORAD, le premier ministre est un homme déchiré. Je vais revenir là-dessus. Oui, les Canadiens sont généralement favorables au NORAD, mais on parle de moderniser. Mais ici, on parle de moderniser le NORAD, ce qui veut dire dépenser beaucoup d'argent des contribuables pour une dépense militaire. Et rappelez-vous ce que les électeurs canadiens pensent de dépenser de l'argent sur la défense. Rappelez-vous que la défense arrive toujours en dernière place dans la liste des priorités des Canadiens, selon les sondages, mais ça revient toujours comme ça. Donc, M. Trudeau, un homme politique, comme tous les politiciens, qui a besoin d'amour de son peuple et de l'amour de son peuple pour survivre, pour sa survie politique, vit un terrible dilemme. Son premier instinct est toujours de s'éloigner des dépenses militaires.
Et juste pour vous donner une idée comment il se sent par rapport à la défense, ou du moins comment il se sentait, je vais vous rappeler ce petit clip de M. Trudeau en 2014. Je ne sais pas si le clip est cué à la régie. Very, very difficult time. Canada has a capacity and an expertise in doing just that. Why aren't we talking more about that? Why aren't we talking more about the kind of humanitarian aid that Canada can and must be engaged in, rather than, you know, trying to whip out our CF-18s and show them how big they are? You know, it just doesn't. Yeah. Si vous vous demandez ce qui le motive à parler comme ça, je vous ramène au sondage, qui place la défense en dernière place chaque fois. Et souvenez-vous de sa promesse électorale du PM en 2015, quand il a promis de jamais, jamais, jamais acheter des F-35? Bon, même chose. Mais vous me direz que M. Trudeau a peut-être eu une conversion récemment. Vous me direz qu'il vient d'annoncer le remplacement pour le système d'alerte du Nord, le North Warning System. Vous me direz qu'il vient de passer une nouvelle commande pour 88 F-35, reniant sa promesse qu'il avait faite en 2015. Et pour un homme qui avait dit qu'il ne voulait pas exposer ses F-18 parce que ce n'était pas canadien, bien, tout ce que ça a pris, c'est une balloune artisanale et il les a sortis, ces F-18. Non seulement ça, il était fier d'en parler. Il en a même parlé sur son compte Twitter. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi ce changement. Ce changement est très, très simple. Je vais l'expliquer avec cette simple diapo. La voici. Oh, non. Attends une minute. Manquait quelque chose. Ah oui, non, je voulais faire ça. Excusez, oui. Donc, c'est ça, je voulais juste faire un contraste. Alors, en 2014, Justin Trudeau ressemblait à peu près ça. Et en 2023, ça ressemblait à ça. Alors, la raison pour ce changement, cette conversion, je vous la donne à peu près dans une diapo, ça ressemble à ça. Quand je vous ai dit que M. Trudeau était un homme déchiré, il est déchiré entre sa base électorale, qui ne veut pas généralement qu'on dépense sur la défense, et son ami, son protecteur, et lui, il veut vraiment, vraiment, vraiment qu'on dépense sur la défense. Il aimerait beaucoup ça. On l'a vu tout de suite, dès la première rencontre en 2021, la première chose qui apparaît à l'agenda du président Biden, modernisation NORAD. Oui, le président Trump en a déjà parlé aussi, même en privé, mais ce n'était pas sa grande priorité. Lui, il était axé sur le 2 %. On a entendu un petit peu d'Obama à l'époque, même Bush, mais ce n'était jamais la priorité. La différence avec le président Biden, c'est qu'il en a fait une grande priorité dès son arrivée. Et si vous allez encore revoir le communiqué qui a été sorti pour la rencontre de demain, la première chose à l'agenda du côté américain, modernisation du NORAD. Parenthèse, l'argent investi, potentiel argent investi dans la modernisation du NORAD ne comptera pas, malheureusement, pour le 2 % dans les yeux de Washington. Pour Washington, ils voient ça comme à part. Ça ne serait pas comptabilisé. Si vous pensez que ça va nous rapprocher du 2 %, là, non, pas dans les yeux de Washington. Ils considèrent ça une autre dépense. Alors, je vais conclure ici. Le NORAD représente, dans mon opinion, de l'assurance vie ou de l'assurance maison, choisissez celle que vous voulez, pour le Canada. Oui, c'est la première ligne de défense, mais c'est aussi de l'assurance maison. Et un de mes grands points, c'est qu'on est en retard dans nos cotisations. On est en retard dans nos paiements. Comme bien du monde, on n'aime pas ça, faire nos paiements sur l'assurance. Ça coûte cher, mais boy, on est content de l'avoir quand l'ouragan s'en vient vers la maison, là. Alors, je pense que ça vaut la peine qu'on investisse là-dedans. Pour M. Trudeau, je vous ai dit que c'est un homme déchiré. Déchiré parce qu'il a besoin de l'amour de deux différentes sources. D'une part, il a besoin de l'amour de sa base électorale, qui est prête à le punir politiquement pour ses dépenses militaires. Mais il a aussi besoin d'amour de son grand protecteur à Washington.
Et son amour a un prix, c'est la modernisation du NORAD. Alors, comment le PM va s'en sortir? En utilisant la même stratégie que tous ses prédécesseurs. Tous ses prédécesseurs. Je vais vous expliquer cette stratégie en faisant un parallèle avec une citation de Winston Churchill. Je vais vous la laisser vous la lire. Donc, la même logique s'applique ici, je vais expliquer. Si le NORAD représente la police d'assurance, le Canada représente le client qui refuse de faire son paiement minimum. Et Washington représente la firme d'assurance qui nous rappelle qu'on va bientôt perdre notre couverture si on ne fait pas le paiement bientôt. En d'autres mots, on va toujours faire, le Canada va toujours faire la bonne chose, mais seulement après avoir remis la décision jusqu'à la dernière minute et seulement quand Washington nous rappelle de façon très directe que c'est le temps de payer la note. C'est tout. Merci. Merci, Monsieur O'Connor, pour cet intéressant témoignage. L'opinion publique est effectivement un facteur déterminant dans la conduite et la mise en œuvre des politiques de défense dans les États démocratiques. Enfin, je vous entends venir parce que je suis française, je suis sûre que vous avez des petites idées. Mais en tout cas, si le Premier ministre se sent déchiré, comme vous dites, d'ailleurs, en voyant votre image colorée, je me suis demandé dans quel sens du terme vous me posez ça comme question, là. Mais bref, en tout cas, il peut compter sur son homologue français qui, à mon avis, lui parlera d'un fameux article 49.3 qui va vraiment répondre vite à ces questions-là sur la prise en compte de l'opinion publique. Bon, je finis ma petite parenthèse française et je passe la parole à la docteure Pic, qui est une géographe agrégée de géographie et titulaire d'un doctorat complété en avril 2022. Ses recherches portent sur les échelles de la sécurité dans la région arctique et elle est maintenant post-doctorante au sein de l'École supérieure d'études internationales et ses travaux se concentrent sur la gouvernance des espaces au-delà de la juridiction nationale, depuis les fonds marins jusqu'à l'espace. Aujourd'hui, Madame Pic va élargir la perspective au-delà du NORAD et de la sécurité traditionnelle pour parler des conséquences de la guerre sur les institutions et la sécurité en Arctique. Madame Pic, on vous écoute, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous proposer une présentation un petit peu plus large, déjà parce que après d'aussi éminents spécialistes du NORAD, je serais bien embêtée de devoir en parler, mais aussi parce que effectivement, moi, je suis géographe et plutôt spécialisée sur l'Arctique et je trouvais ça intéressant d'élargir cette perspective. En ouverture de cette conférence, Monsieur Giguère a parlé du cours du 24 février dernier, où pendant le cours, le conflit s'était déclenché, et il se trouve que j'intervenais dans ce cours-là, et que précisément le thème du cours, c'était la sécurité environnementale et les enjeux de sécurité climatique. Et je me souviens qu'on avait dû remanier un petit peu l'organisation de cette séance, très logiquement, parce que ça paraissait évidemment nécessaire dans un cours sur la sécurité internationale d'essayer de donner quelques clés pour comprendre ce qui était en train de se dérouler au même moment. Cela étant, évidemment, de mon côté, j'ai pas pu m'empêcher de penser que face à l'immédiateté de ces enjeux de sécurité traditionnels qui revenaient sur le devant de la scène, eh bien, qu'est-ce que ça signifiait pour les enjeux de sécurité qu'on pourrait éventuellement considérer comme secondaires, notamment relatifs aux enjeux de sécurité moins traditionnels qui sont relatifs à l'environnement, au climat et à ce type d'enjeux-là. Et c'est un petit peu sur ça que je voulais ramener la discussion aujourd'hui. Et je veux bien le petit... et je vais commencer avec ce tweet du ministère des Affaires étrangères russe. Et j'attire votre attention sur la date, qui est le 23 février 2022. Donc la veille du déclenchement du conflit, on savait déjà que quelque chose s'en venait parce qu'il y avait eu ce discours du 20 ou 21 février qui laissait plus vraiment de place au doute, même si il y avait, je prétendrais absolument pas me dire que je m'attendais à une invasion. Il y avait quand même eu ce premier discours du 20 ou 21 février où on savait que quelque chose quand même de massif se préparait.
Et donc là, on a ce tweet du ministère des Affaires étrangères russe où Sergueï Lavrov, qui représente qui est l'ambassadeur russe pour l'Arctique, pour les affaires arctiques, qui ouvrait la conférence de Kirkenes, qui est une conférence de coopération qui réunit des dirigeants arctiques et des parties prenantes pour discuter de ce type d'enjeux-là. Et donc qui dit j'espère que la coopération multilatérale dans la zone de Barents va garder its pace and further contribute to maintaining trust, stability, good neighborliness in Northern Europe. Et je trouve ça intéressant de commencer par ça parce qu'effectivement en Arctique on parle souvent de cette tradition de coopération. Et on parle souvent même d'un exceptionnalisme arctique qui voudrait que l'Arctique soit imperméable aux enjeux de sécurité traditionnels parce que justement la coopération est une priorité. Et c'est un petit peu sur ça que je voulais revenir et sur les conséquences de la guerre sur cette tradition de coopération. Ma présentation va donc se structurer en 3 grands axes. Comment est-ce que se structurent les relations entre acteurs avant? Je vais même commencer avant 2014 parce que dès 2014, on a vu une certaine évolution qui a évidemment pris un tournant assez dramatique après 2022. Donc ce sera le deuxième axe, ces changements qu'on peut observer. Et ensuite, quelles répercussions géopolitiques? Et je précise ici que je suis vraiment géographe, donc ça va vraiment être presque de la géographie politique. Mais vous verrez, normalement, c'est quand même intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette figure qui a l'air un petit peu compliquée? Ce qui m'intéresse, moi, c'est les relations entre acteurs et comment est-ce que ça se passe quand on coopère concrètement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé qui sont les acteurs qui sont impliqués en Arctique, d'une part, et quelles sont les institutions, puisque le thème de la journée, ce sont l'impact de la guerre en Arctique sur les institutions, et j'ai regardé quelles sont les institutions qui sont considérées comme intervenants en Arctique par les acteurs qui sont impliqués. Donc ici, en vertical, vous avez tous les pays qui ont publié un jour ou l'autre une stratégie arctique et qui sont donc considérés comme étant participants au système de gouvernance arctique. Et ici, vous avez caché derrière, parce que j'ai mal fait ma diapo, je m'excuse, vous avez les institutions qui sont mentionnées au moins une fois par un de ces acteurs. Le premier constat qu'il faut faire, c'est que d'abord, il y a vraiment plusieurs types d'institutions et il y a aussi plusieurs types d'enjeux qui sont abordés par ces institutions. On a évidemment des enjeux de sécurité vraiment traditionnels comme l'OTAN, etc. Mais on a aussi des coopérations qui sont beaucoup plus techniques. Par exemple, le Arctic Coast Guard Forum, où on a vraiment juste une coopération de la garde côtière. On a des organisations multilatérales qui sont pas spécifiquement dédiées à l'Arctique, comme l'ONU, l'OMI, etc. Donc on a un petit peu tout ce pêle-mêle institutionnel qui s'intéresse, qui gère les questions arctiques. Vous verrez que j'ai mis en exergue le Conseil de l'Arctique parce que c'est la seule institution qui a vraiment une focale régionale et qui a tous les acteurs qui sont listés, qui sont soit parties prenantes, c'est-à-dire soit membres, soit observateurs, soit participants permanents. Les participants permanents étant les acteurs que vous voyez en bas ici de la liste. Donc, Aleut International Association et tous ceux qui sont en dessous jusqu'à l'ONU, qui sont en fait les populations autochtones et donc les regroupements de populations autochtones. Alors, si on s'intéresse à ce que ça donne en termes de relations d'acteurs, ça donne ce type de réseau-là. C'est une figure en travail, donc je sais qu'elle est absolument pas parfaite, mais je trouvais quand même ça intéressant de regarder un petit peu quelles sont les institutions les plus centrales, c'est-à-dire quelles sont celles qui s'imposent comme regroupant le plus d'acteurs et qui donc jouent un rôle prééminent dans la gouvernance régionale. On remarque évidemment le cercle le plus foncé, c'est le Conseil de l'Arctique, évidemment parce que c'est celui qui contient tous les acteurs qui ont été listés dans la diapo précédente. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que encore une fois, c'est la seule institution où tous les acteurs, c'est la seule institution qui vraiment cristallise une échelle de coopération régionale et où vont discuter de tous ces acteurs-là ensemble à la même table. On a, comme vous le voyez, beaucoup d'autres institutions. Sur la diapo précédente, on voyait aussi que, par exemple, les acteurs européens, pour certains, c'est ceux qui en fait étaient le plus intégrés parce que c'était eux qui participaient dans le plus d'institutions.
Ici, on voit donc l'importance du Conseil de l'Arctique pour la cristallisation de l'échelle régionale et pour qu'existe justement cet Arctique, parce qu'on voit beaucoup d'organisations sous-régionales, par exemple spécifiques au nord de l'Europe, par exemple le NORAD qui est nord-américain, et je reviendrai pas dessus, par exemple l'OTAN qui est plutôt centré sur la région nord-atlantique. On a toutes ces sous-régions, mais on a une seule institution qui cristallise vraiment tous les enjeux arctiques autour de l'océan Arctique et qui fait que tous les partenaires arctiques parlent tous ensemble autour de la table. Et c'est ce Conseil de l'Arctique. Et donc, je voulais vraiment le mettre en exergue. Si on regarde maintenant la chronologie depuis le déclenchement du conflit, tout est allé en fait assez vite. Donc dès le 3 mars, le Conseil de l'Arctique suspendait ses activités. Il avait été précédé par l'Arctic Economic Council et très vite, beaucoup d'institutions, en fait quasiment toutes les institutions qui impliquent la Russie d'une manière ou d'une autre, ont également suspendu les activités. J'insiste sur le mot suspendu. Pour l'instant, la Russie n'a pas été exclue formellement ni du Conseil de l'Arctique ni des autres institutions. Malgré tout, la coopération est suspendue. Donc, cette échelle régionale qui fait qu'on a un Arctique qui fonctionne en tant que région circumpolaire, pour l'instant, il est mis en suspens. Et justement, en juin 2022, le Conseil de l'Arctique annonçait reprendre les activités qui n'impliquaient pas la Russie, avec donc une vraie mise à l'écart. Sans grande surprise, évidemment, en février 2023, pour faire suite à cette mise à l'écart, eh bien, la stratégie Arctique russe est amendée. Dans la première version qui avait paru en 2021, le Conseil de l'Arctique faisait partie d'une focale particulière. Il y avait une certaine insistance sur la nécessité de cette coopération multilatérale. C'est complètement retiré de la nouvelle mouture de la stratégie arctique qui maintenant donc élimine cette posture multilatérale. Toutefois, c'est quand même très important de le souligner parce qu'on l'a pas beaucoup vu dans les articles qui ont traité ce changement-là. Mais la Russie n'exclut malgré tout pas la coopération arctique, simplement elle retire la question multilatérale et se concentre sur des relations bilatérales. Et effectivement, si on regarde comment se structure aujourd'hui la coopération en Arctique, il demeure des coopérations bilatérales sur des sujets extrêmement techniques et sans enjeu majeur. Une autre date vraiment importante qui va être déterminante à mon avis pour la suite des événements et pour la suite des développements arctiques, ça va être mai 2023 parce que pour l'instant le Conseil de l'Arctique est aussi sous la présidence tournante de la Russie et en mai 2023, eh bien on va avoir une transition de présidence et c'est la Norvège qui va prendre le relais de la Russie. Je suis en train de faire des entrevues pour un projet de recherche. À peu près tous les acteurs trouvent ça intéressant que ce soit la Norvège qui récupère cette présidence, justement parce que s'il y a un acteur qui va être susceptible de pouvoir garder un minimum de liens de coopération avec la Russie, ça serait la Norvège, justement parce qu'il y a une tradition bilatérale entre ces deux États-là. Malgré tout, ça va être un enjeu majeur et il y a beaucoup de tensions avec des acteurs internes au Conseil de l'Arctique, mais aussi des observateurs. Et il y a beaucoup de tensions sur ces jeux d'acteurs-là et sur cette transition et sur la place potentielle que pourrait avoir la Russie potentiellement après. Alors, ça, c'est un réseau qui est mis à jour où j'ai mis la Russie suspendue de toutes les institutions où elle a été suspendue depuis le déclenchement du conflit. Ce qu'on voit, c'est que le Conseil de l'Arctique demeure évidemment important puisqu'il n'y a qu'un seul membre qui en a été suspendu. Malgré tout, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il ne reste plus que des institutions multilatérales comme l'ONU, la CNUDM, ce type d'acteurs-là qui se démarquent de ce réseau. Pourquoi ? Parce que ça reste donc ces acteurs-là, bon évidemment la Russie n'en a pas été exclue. Malgré tout, c'est des institutions qui sont bloquées et qui fonctionnent beaucoup moins. Et donc cette échelle régionale et la structuration de la coopération en Arctique est complètement pour l'instant bloquée par la situation, par le blocus diplomatique. Et c'est là où j'aimerais vous inviter un petit peu à réfléchir en termes de géographie et en termes d'espace. Ce qu'on voit sur cette carte en projection polaire, c'est que la Russie, ça correspond à peu près à 50% de l'Arctique. Donc, si on s'intéresse à la sécurité d'un point de vue élargi, déjà par exemple pour les questions de sécurité environnementale, se priver de données qui viennent de la Russie et qui permettent de faire un état des lieux complet des changements climatiques en Arctique, eh bien on se prive de 50% des données, donc on se prive d'énormément
de données nécessaires pour avoir un tableau à jour des enjeux climatiques qui sont des enjeux majeurs pour à la fois les populations locales, mais la situation climatique globale. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que si la Russie est exclue d'un certain nombre d'institutions régionales et qu'on n'a plus cette coopération circumpolaire, on va se retrouver avec plusieurs espaces fragmentés, ce qui est déjà un petit peu le cas parce qu'il y a déjà plusieurs institutions sous-régionales qui fonctionnent et qui fonctionnait déjà à cette échelle sous-régionale avant. Malgré tout, par exemple, puisqu'on vient de parler de l'OTAN dans le panel précédent, avec en plus la perspective d'une inclusion prochaine de la Finlande et de la Suède, ça fait qu'on aurait 7 États qui seraient à la fois coopérants dans le Conseil de l'Arctique, mais aussi au sein de l'OTAN. Et ça pose éventuellement des questions sur la future géographie de l'Arctique circumpolaire, puisque forcément, on peut envisager une collusion des enjeux entre les enjeux atlantiques et Atlantique Nord et les enjeux arctiques si on exclut la Russie complètement de la table des négociations. Pour conclure, je voulais donc revenir sur ces 2 points en soulignant que le Conseil de l'Arctique était vraiment le garant d'une coopération qui est à la fois régionale et multilatérale, parce qu'encore une fois, c'est la coopération multilatérale qui est à l'arrêt en ce moment en Arctique, en tout cas la coopération multilatérale qui implique la Russie, mais que restent pour certains enjeux extrêmement techniques et précis des coopérations bilatérales. Je reviens aussi sur la question que j'évoquais du risque d'une atlantification de l'Arctique. Souvent, quand on parle d'océanographie, on entend beaucoup revenir ce thème-là d'atlantification de l'Arctique. Et je trouvais que le parallèle était assez frappant si on fait le parallèle avec la trajectoire institutionnelle qui est en train de se dessiner en Arctique, et si on va vers un modèle arctique A7 qui exclurait la Russie. Et je finirai sur cette carte pour rappeler l'importance de la coopération sur les enjeux climatiques. Ça, c'est la carte des anomalies de température de février 2023. Donc la dernière disponible, puisque mars n'est pas encore disponible. Les plus grandes anomalies sont en Arctique. Les enjeux sont majeurs et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces enjeux-là. Et j'en terminerai là. Merci beaucoup, Madame Pic, pour cette excellente analyse géographique des enjeux sécuritaires existants en Arctique et l'importance de la coopération dans ce domaine particulièrement menacé, vous venez de le répéter, par les phénomènes de dérèglement climatique. J'imagine que toutes ces interventions ont suscité des questions. Je donne la parole à qui veut bien la prendre et on a 5 minutes en tout. Évidemment, à distance, des questions peuvent être posées aussi dans le chat. Bonjour. D'abord, merci pour le temps que les 4 panélistes nous ont accordé aujourd'hui. Ma question est pour M. O'Connor. Mon Dieu, désolé. Vous l'aviez bien mentionné, le public canadien semble toujours froid à l'idée d'augmenter les dépenses, que ce soit en sécurité ou dans le monde militaire en général. Pourtant, moi j'étudie ici à l'ESEI, à la maîtrise. On sent que l'Occident s'inquiète. On sent que finalement les enjeux sécuritaires prennent de plus en plus d'importance dans tous les pays de l'Ouest, que ce soit AUKUS avec l'Australie, les États-Unis avec les questions de sécurité avec le NORAD, l'OTAN, la Pologne, les Pays-Baltes. Qu'est-ce qui explique l'insouciance du public canadien? Est-ce qu'on est un peuple fondamentalement complaisant? Est-ce qu'on est moins informé sur les enjeux de sécurité? Vous avez passé sous silence les raisons qui expliquent finalement le fait que ça ne me dérange pas tant finalement. Merci. Oui, très bonne question. Moi, mon interprétation est très facile là-dessus, c'est qu'on n'a pas besoin de s'en faire, essentiellement. On est protégé par 2 océans, 3 océans, un protecteur au sud qui assure essentiellement notre défense. Les sondages sont encore de même. Puis moi, j'ai demandé à des gens qui travaillent en politique là, si dernièrement les sondages avaient changé, si ça avait changé juste après l'Ukraine. Non, ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter un jour. Mais pour l'instant, ça reste stable, toujours en dernière place. Et c'est l'insouciance, c'est l'espèce de dilettante. Si vous allez voir les textes dans le Globe and Mail de Thomas Junot, qui est un professeur à l'Université d'Ottawa, il avait très bien résumé ça. Il avait appelé ça « We have a dilettante foreign policy ».
Dilettante Foreign and Defense Policy. Puis il avait résumé ça on a le choix, on a le luxe de pas s'en ficher. Si vous êtes un Polonais ou un Letton, eh bien là, c'est différent. Hein? Si vous faites le même sondage avec des pays de l'Est de l'Europe, j'imagine que la sécurité, l'enjeu de la sécurité arrive premier, deuxième ou troisième. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous ces panélistes qui ont bien voulu partager avec vous leurs expériences. Et on attend maintenant le discours de l'ambassadeur pour la clôture de cette brillante journée de réflexion. Merci beaucoup.